Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour sur l'étoile de Bessèges. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce contre-la-montre. On parlera du classement général final aussi où ça s'est joué à pas grand-chose. Une vidéo plus courte que les autres. On est sur un contre-la-montre, il n'y a pas, en plus il n'y avait pas de point intermédiaire, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à analyser que ce que j'ai vu visuellement et les temps. C'est pour ça que les chronos c'est toujours un peu plus compliqué à analyser. Je dirais qu'une étape en ligne classique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. TikTok, le débrief des arrivées en direct, également les shorts. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. L'étape du jour, donc on rappelle, contre la montre classique du côté d'Alès, c'était pas le format qu'on a vu il y a 2 ans ou 3 ans. On était sur un format, je crois, à 15-16 km. Là, on était vraiment sur le format classique qu'on a vu l'année dernière. J'ai même pas vérifié si ça s'est gagné plus vite que l'année dernière. Cette dernière étape, l'année dernière, ça s'était joué en 15-25 pour Pedersen. Et donc ça a été largement plus rapide en 15... hop là, que je retourne. En 15-02 et donc 15-12. Donc même Pedersen a été 13 secondes plus vite. Donc sur un parcours aussi court, on est vraiment sur des gros chronos. Est-ce que c'est dû à un état de forme plus fort? Est-ce que c'est dû à des évolutions au niveau du matériel aussi, hein, est-ce que c'est dû aux conditions climatiques? Est-ce que c'est pas plutôt un mélange de tout ça? Difficile à dire. Du côté de Kevin Vauquelin, meilleur temps aujourd'hui. Pas grand chose à se reprocher, je pense, sur la semaine, Kevin, parce que autant je parlais de Groupama, je parlais d'AG2R, on a tenté assez peu de choses au final. Autant Kevin Vauquelin, il a tenté. Ça n'a pas marché, mais il a tenté. Il a tenté le coup du kilomètre. Notamment, il a fait des choses. Et Vauquelin, à 10 secondes, 12 secondes, il savait qu'il pouvait peut-être matcher avec Pedersen. Ce qui n'était pas le cas d'un Rémi Rochaz, d'autres coureurs qui devaient avoir de l'avance par rapport à Pedersen. Vauquelin, c'était l'un des rares coureurs, j'irai avec Bettiol aussi, qui pouvait se dire, même si j'ai pas d'avance ou si j'ai pas beaucoup d'avance sur Mats Pedersen, c'est pas un problème, contrairement à des Rémi Rochas ou autres, où là il fallait, Rémi Rochas aujourd'hui il finit à 31 secondes de Pedersen. Donc il savait que à la pédale, s'il tentait rien sur les étapes de Bessèges, les étapes les plus dures, ça allait être compliqué. Donc Kevin Vauquelin, vainqueur aujourd'hui, il colle quand même une belle perf, hein, parce que 10 secondes sur Pedersen et 14 sur Bettiol aussi, hein, parce que Bettiol c'est vraiment un contre-la-montre qui lui correspond extrêmement bien. Ça montre déjà un très bon état de forme pour Kevin Vauquelin. On espère que ça va perdurer sur la saison, que ça va pas juste rester en début d'année. Pour Kevin Vauquelin, comme l'année dernière, où ça s'était arrêté à partir du mois d'avril. Là, on espère que ça continue jusqu'au Tour de France, voire même après, pour le coureur français, parce qu'on sait que c'est un coureur qui est très prometteur, très intéressant. Et on voit que sur le contre-la-montre, oui, c'est un coureur costaud, hein. C'est vrai que on a une troisième arme, je dirais, pourquoi pas sur des championnats du monde avec le chrono par équipe. Pourquoi pas également sur le chrono individuel, même si des Jeux Olympiques, même si particularité du chrono individuel des Jeux Olympiques, le coureur qui fera le chrono individuel devra également participer à la course en ligne. C'est-à-dire tous les coureurs qu'on verra sur le contre-la-montre participent également à la course en ligne, ce qui va modifier des stratégies. Par exemple, du côté de la Belgique, où c'est Remco Evenepoel ou Wout van Aert. Bon, c'est des coureurs qu'on va voir également sur la course en ligne. Du côté de la France, va falloir réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on prend un coureur qui va peut-être faire que 10e du contre-la-montre ou 12e du contre-la-montre, ou est-ce qu'on prend un coureur qui va faire 35e du contre-la-montre mais qui va pouvoir nous aider sur la course en ligne? Il y aura une grosse réflexion à avoir au niveau de la sélection du côté de Thomas Vauclair, mais c'est pas le seul cas de la France, hein. D'autres pays peuvent se poser la même question sur le choix des coureurs. Par exemple, l'Espagne n'a pas forcément le coureur pour aller gagner contre la montre.
Par contre, ils ont peut-être les coureurs pour aller chercher la gagne sur la course individuelle. Donc il y aura peut-être des réflexions comme ça avec des nations qui n'ont peut-être pas forcément la carte maîtresse sur le contre-la-montre et qui vont se dire bon bah je vais peut-être pas jouer le contre-la-montre si c'est pour finir 12e aux Jeux Olympiques, c'est peut-être pas très intéressant. Par contre, je vais miser toutes mes cartes sur la course en ligne. Donc Kevin Vauquelin, très beau chrono devant Mats Pedersen, donc qui n'a pas été énormément menacé quand même sur cette semaine par Vauquelin et Axel Laurence. C'est vrai que le reste, on a été assez calme avec Mats Pedersen. Donc il s'impose. C'est une belle première victoire cette saison pour Mats Pedersen, surtout une victoire sur une course à étapes. Ça montre que la forme est là, ça montre également que pour les échéances du mois de mars, il est déjà bien prêt. Il faudra voir si ça va tenir jusqu'à mi-avril par contre. Ça c'est une plus grosse interrogation du côté de Mats Pedersen. Mais là il a été très bon cette semaine, deuxième de l'étape 2, vainqueur à Bessèges. Sur un parcours où il y avait quand même 2600 mètres de dénivelé positif. Hier, il n'a pas eu à forcer son talent aussi. Et puis là, encore un très bon chrono pour Pedersen, qui s'était fait battre en plus l'année dernière, non? C'était pas sur ce fameux chrono. C'était Paulès qui avait gagné, le général. Mais c'était Pedersen qui était déjà là, Bessèges. Oui, c'était Pedersen qui avait gagné à Alès, mais qui avait perdu beaucoup de temps à Bessèges. Voilà. Et au Mont-Bouquet, c'était le Mont-Bouquet l'année dernière qui était très dur. Mais voilà, il avait gagné à Alès devant Tarding et Ben Tulette. Et Vauquelin avait fini 4ème à 11 secondes. Donc on voit que Vauquelin il a gagné 35 secondes sur 10 bornes. C'est énorme le temps qu'il a gagné en une année, Vauquelin. Parce que Pedersen, il a gagné le double de temps sur un an que Pedersen. Chapeau quand même, Coco. Ah non, belle perf sur une année. Il y avait Pierre Latour, cette année Pierre Latour il était sur le Halou Latour. Et Bissegger, lui, il avait fini à 39 secondes. Il a dû finir un peu plus vite, Bissegger. Oui, parce qu'il a roulé à 40. Alors que là, il avait roulé qu'à 39 en plus. Les vitesses étaient différentes. 41 et 488 pour le vainqueur. Alors que là, on est à 42,4. Donc on est 1 km/h plus vite sur un an. Et Vauquelin, donc il était en 41 km/h. Donc lui, c'est 1,5. Il a gagné 1 km/h et demi sur un an. Assez phénoménal. Bon, ensuite, on a le quadruplé, le quintuplé même de EF. Avec Bettiol, Ellie Quinn, Simon Kerr, Bissegger. Avec Bettiol qui finit 3ème au général. Dommage qu'on n'ait pas tenté peut-être un peu plus avec Bettiol. Après, encore une fois, je pense que hier, ils avaient vraiment envie de tenter des choses. Et leur stratégie s'est un peu retournée contre eux avec cette échappée qui a duré longtemps. Il y a vu, je sais plus, c'était Benelli aussi qui avait tenté de prendre l'échappée le matin. Je pense qu'il voulait vraiment dynamiter l'étape. Et puis la bonne échappée est sortie, mais peut-être pas forcément avec le coureur qui voulait le plus dans l'échappée du côté de F. Et comme cette échappée n'a pas été reprise dans le final, ensuite derrière c'était un petit peu compliqué pour eux de rouler. 8ème Tom Skøyen. Très belle perf de Aurélien Paré-Peintre dans le top 10 aujourd'hui, donc c'est très très bien. Pour lui, puis il est dans le top 10 dans le top 10 également général, et puis on retrouve Beck-Moès, Rochas, Baudin. Eux ils auront des regrets parce que moi je pense que Rochas, Baudin, il fallait tenter des choses sur la semaine. Baudin il fait 7ème, 8ème, je sais plus de la première, enfin de l'étape numéro 2. Donc il y avait peut-être mieux à tenter. Donc il y aura de la frustration du côté de Rémi Rochas. Ouais. Il y aura de la grosse frustration, donc que ce soit Rochas et Baudin, je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pensais que Baudin s'en sortirait mieux sur le chrono, vu son gabarit. Il s'avère que le chrono n'a pas l'air d'être une grande spécialité pour Alex Baudin. Benjamin Thomas, il y a du mieux sur l'état de forme par rapport à l'année dernière à la même période. Après, est-ce que c'est le grand Benjamin Thomas qu'on a connu il y a 2 ans? Difficile à dire. Difficile à dire pour Benjamin Thomas. Mais il y a du mieux quand même par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le début de saison avait été compliqué. Il y a Burgodo qui fait 17.
devant Anthony Perez qui a été très discret. La Cofidis, autant on les a beaucoup vus sur le Alou Latour avec Brian Cocard, autant sur cette course-là, ils ont été beaucoup plus discrets. Et puis Kevin Geniette, qui prend quand même la 23e place. Il a eu une mésaventure lors des reconnaissances ce matin. Il est tombé. Il pensait qu'il s'était fracturé le poignet. Chance pour lui, il ne s'est pas fracturé le poignet. Par contre, suture, parce qu'il a eu des plaies. C'était faire un aller-retour à l'hôpital pour préparer un chrono. C'est pas l'idée du siècle, pas du côté de Kevin Geniat. Donc, on ne savait même pas s'il allait partir. Il finit quand même devant Alex Segart, qui a un peu souffert sur ce contre-la-montre, le Belge. Donc, c'est plutôt pas mal pour le coureur français. Moi, j'ai eu une déception majeure pour moi. Bon, Axel Laurence, on voit que le sprint, c'est sa spécialité, les classiques aussi. Par contre, le contre-la-montre, il y a encore un petit peu de travail à faire, parce qu'il prend quand même 1 minute aujourd'hui. Ça fait mal, mais regardez juste derrière, c'est Eddy Le Vitouz. Lui, normalement, nous l'a vendu un petit peu comme un très bon coureur de contre-la-montre. Alors, je sais bien que, voilà, il est encore jeune, Eddy Le Vitouz, mais je trouve que il est encore très loin en termes de tempo. Surtout, Eddy Le Vitouz, j'ai un peu du mal avec ce coureur. Je rappelle qu'il est de la génération Lenny Martinez. Donc, c'est un coureur qui a fait 1 année de plus déjà dans l'équipe Conti. On ne l'a pas fait monter directement au World Tour, on lui a laissé 1 année de plus. Et c'est vrai que je trouve qu'en termes de résultats, jusqu'à maintenant, Eddy Le Vitouz, chez les élites, enfin chez les espoirs, pardon, mais même chez les élites là, sur cette première course, je ne suis pas totalement convaincu, donc je vais voir sur la suite. Andreas Leknesund également. Alors, Leknesund, c'est quand même atypique comme carrière, parce qu'au départ, c'était un spécialiste du chrono, pour ceux qui ne sauraient pas Andreas Leknesund. Sauf que ça fait au moins depuis 4 ans qu'il n'a pas fait un chrono potable. Il perd beaucoup de temps à chaque fois sur les chronos. Là, 1,20 sur 11 km, ça fait 1 minute. Ça fait 1 minute par tranche de 10 km, une chouille plus même. Donc on voit que ça fait 2 km/h par rapport aux hommes de tête. 3 km/h même. Par rapport aux hommes de tête, c'est beaucoup pour les Knessoun. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. Même si on était sur un effort court, lui il préfère quand même les efforts longs. Je trouve que le niveau de performance n'est pas excellent. Et puis là je descends un petit peu le classement. Tiens, Christophe qui a été très discret pendant cette semaine, qui finit loin, 58e, parce qu'à une époque il savait être performant sur les chronos, un petit peu comme Pedersen. Mozzato, 86e, semaine très discrète aussi, pour le coureur français. Je voulais juste voir du côté de Total quel chrono on a fait, parce que comme il y avait le changement de vélo, ouais, c'est pas dingue. Après, il n'y avait pas forcément de vrais spécialistes. Burgodo fait quand même un bon chrono, à 48 secondes, c'est pas mal sur un parcours comme ça, mais je voulais voir s'ils étaient vraiment à la rue ou pas avec le changement de vélo. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais il faudra voir sur d'autres parcours. Par contre, au général, 5 points UCI marqués. Alors, c'est mieux que le Alou Latour, vous allez me dire, où ça a été 0. Mais bon, 5 points UCI marqués. Là, ça veut dire que depuis le début de saison, ils en sont à un score exceptionnel de 11. Et en plus, ils ne feront pas le Tour des Flandres. Voilà, je ne vais pas revenir encore une fois sur la Total Energy qui se retrouve dans une situation vraiment chaotique. Et Burgodo, il avait dû participer l'année dernière, Burgodo. Si j'ai son temps, c'est vrai qu'on pourrait contrôler comme ça les chronos. Burgodo, il avait fini 22e à 1,01. Là, il finit 17e à 48 secondes, donc il a fait un meilleur chrono. Et il y avait également Valentin Ferron qui avait fini à 1,10. Et là, Valentin Ferron, il finit plus loin. Valentin Ferron, je vais avoir du mal à le retrouver. Valentin Ferron, il finit 1,10 aussi. Mais mon 39,4, il avait fait 38,5, ouais. Donc il a gagné aussi 1 km/h par rapport à l'année d'avant. Donc il n'y a pas une... Voilà, c'est pas une grosse catastrophe, là, le changement de vélo. Sur ce chrono-là, je dirais que les temps sont assez similaires à l'année d'avant. Enfin, surtout l'écart avec les leaders est similaire par rapport à l'année d'avant. Donc, voilà, le changement de vélo n'a pas l'air d'être une catastrophe
très clairement du côté de la Total Energy. Mais 5 points ici seulement marqués sur la semaine, ça fait quand même un petit peu de la peine. On regarde le classement pour finir. Ça, c'est pas le classement de la bonne année. Le classement de l'année 2024, si je regarde Nelson Poles, il était pas au départ. Alors, on a la Lidl Trek donc, qui s'impose avec Mats Pedersen devant Kevin Vauquelin. Troisième Bettiol, quatrième Benedict, cinquième Rochas à 51 secondes. C'est quand même une bonne semaine pour Rémi Rochas. Encore une fois dans un top 10 d'une course par étape après le tour de Guangxi en Chine, et ça confirme le bon début de saison. Paris-Pinte devant Baudin 6 et 7, là aussi c'est pas mal. Du côté des Decathlon AG2R, l'Auto Destiny 8-9, et puis Kevin Genietz qui recule mais qui reste quand même dans le top 10 à 59 secondes. Axel Laurence lui sort du top 10, il finit 12e. Je voulais juste noter Cosnefroy 13e. Le chrono, c'est pas sa tasse de thé. Cosnefroy, ça se confirme encore du côté du coureur français. Du côté du maillot vert, donc c'est Mats Pedersen, c'est pas une surprise. Du côté du maillot du classement de la montagne, c'est Jonas Abrahamsen devant Jean-Louis Leny. Du côté du classement des jeunes, donc c'est Kevin Vauquelin, Alex Baudin et Yeno Beck-Moès. Il y a un coureur d'une équipe continentale dans le top 10, c'est Pierre-Henri Basset, qui est chez CIC Unant Atlantique. Il faudra peut-être le suivre à l'avenir. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Decathlon qui s'impose devant la Groupama. Les deux équipes étaient à égalité avant ce contre-la-montre. La Auto Destiny est 3e. Et parmi les classements par équipe, Total Energy n'en est 7. C'est pas si catastrophique que ça du côté du classement par équipe. C'est pas exceptionnel, mais ils sont quand même devant Tudor, devant Kern Pharma, donc ça aurait pu être pire. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, le Tour de la Provence. Ça sera la priorité sur la chaîne. Il y a également le Tour d'Antalya aussi. Et il y a le Tour de Colombie. Je ne sais pas si on fera ces deux courses-là en plus. Ou si on n'en fera qu'une des deux tous les jours. Je vous redirai ça peut-être un peu plus tard dans la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!